Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment donner ou redonner le goût de la lecture à nos enfants? Alors que certains ne maîtrisent pas la lecture à leur arrivée en 6e, eh bien, on se posera la question dans cette émission. On en parle dans un instant avec nos invités. Dès demain, le festival Mot pour Mot s'installe à La Villette, à Paris. Eh bien, un festival littéraire pour les enfants dont va nous parler l'autrice Véronique Masseneau dans un instant. Elle y anime des ateliers. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Mickaël Dorian nous parlera des déçus de Parcoursup. Et vous allez voir, ils sont nombreux. Mais ils ont décidé de tourner tout cela en dérision sur les réseaux. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Alors Mickaël, hier soir sur France 5 avait lieu la finale lycée du concours Si on lisait à voix haute. Oui, et au total, cette année, ils étaient 150 000 collégiens et lycéens de toute la France à participer à la 3e saison de ce grand concours organisé par la Grande Librairie en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et l'Oumni. Le dénouement de cette finale lycée s'est avéré inédit. Il y a eu pour la première fois pas un, mais 2 gagnants. Emma et Gian, tous deux bacheliers, ont été sacrés donc hier meilleurs lecteurs de France catégorie lycée. L'école endoctrine nos enfants. Ces mots, ce sont ceux d'Éric Zemmour sur RMC ce jeudi. Invité ce matin d'Apolline de Malherbe, le président de Reconquête et candidat aux législatives dans la 4e circonscription du Var, était interrogé sur le sujet de l'éducation qui, selon lui, doit revenir aux parents. Je voudrais, et j'avais fait campagne là-dessus, je voudrais qu'on rétablisse la distinction entre éducation et instruction. L'éducation, ce sont les parents qui doivent la donner, ce n'est pas à l'école, parce qu'elle, elle endoctrine. L'instruction, j'aimerais qu'on la donne plus à l'école, mais on ne la donne pas. Vous voyez, au lieu d'apprendre les tables de multiplication, on va vous dire est-ce que vous êtes garçon ou est-ce que vous êtes fille. Au lieu de vous apprendre si Louis XIV a eu raison ou tort d'accepter le testament de l'empereur d'Espagne, on va vous apprendre que sur son fameux tableau, il y a des talons rouges, ce qui est une part de féminité. On termine avec les vœux de Parcoursup et une belle histoire, c'est rare. Oui, c'est vrai que quand on parle de Parcoursup, en général, c'est plutôt pour parler de colère, de déception ou de bugs. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma chronique Quoi de neuf sur les réseaux tout à l'heure. Mais écoutez tout de même l'histoire de Jonathan, ce lycéen de 17 ans qui habite à Brest, a vu ses 25 vœux d'orientation acceptés sur Parcoursup. Il est accepté dans 25 écoles au total, c'est assez dingue. Il faut dire que le garçon est brillant, 17,5 de moyenne générale, et pourtant, il vit en France depuis seulement 3 ans. Oui, c'est étonnant parce qu'on a vu d'autres jeunes enfants qui ont témoigné, enfin jeunes lycéens qui ont témoigné avec 18,5 de moyenne et aucun vœu accepté. Comme quoi, l'algorithme peut être capricieux, hein, c'est assez étrange. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, comment donner ou redonner le goût de la lecture à nos enfants? Quelles sont les meilleures méthodes? Quelles sont les applications qui existent pour ça? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Eh bien voilà, je suis ravie d'accueillir pour en parler justement sur ce plateau un habitué maintenant, Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. En pleine forme comme toujours? On essaye, c'est la fin de l'année scolaire qui est là, donc on est tous un peu fatigués. Oui. Mais oui, on et crevés par toutes les réformes, on en a tellement parlé. Aussi. Là, on va aborder aujourd'hui un autre sujet, donc je vous le disais, un sujet très important qui est le sujet évidemment des savoirs fondamentaux, mais en particulier celui de la lecture. Vous êtes professeur de lettres et président du SNALC, le syndicat de tous les personnels de l'éducation nationale. Et on accueille également par Skype Marianne Joly. Bonjour Marianne. Bonjour. Qui porte si bien son nom de famille. Marianne, vous êtes cofondatrice de l'application Corneille, une appli d'apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans. Alors justement, la lecture, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ici dans le Grand JT, la maîtrise de ses savoirs fondamentaux, lire, écrire. J'allais dire parler aussi, parce que finalement, ça va avec et compter. On va parler plus précisément de la lecture. Jean-Michel Blanquer n'a cessé de le marteler pendant tout son mandat. Jean-Michel Blanquer n'est plus là. Maintenant, on a Pape Ndiaye. Mais c'est l'objectif, effectivement, pour tout élève qui rentre en 6e, évidemment, de savoir lire, écrire et compter. Vous avez enseigné pendant quasiment 10 ans, Jean-Rémy Girard, dans les classes de 6e. Vous connaissez par cœur ce problème. Quel est votre constat à vous? Parce que tout le monde a un constat sur ce sujet. Quel est le vôtre? Est-ce que les enfants savent lire à leur arrivée en 6e? Alors, le constat que j'ai, et puis en tant que responsable syndical, j'ai aussi un constat un petit peu plus large au niveau des collègues de lettres du SNALC et des collègues professeurs des écoles du SNALC aussi, c'est que
la lecture est quelque chose de difficile et n'est pas difficile qu'à l'école primaire. Moi, j'avais beaucoup d'élèves qui arrivaient en 6e pour lesquels la lecture était en fait quelque chose de pénible, de difficile techniquement. C'est-à-dire, ce n'était pas que ça ne les intéressait pas, ce n'était pas que le livre que je pouvais leur donner à lire ne leur plaisait pas, ils étaient même plutôt souvent intéressés par ce qui se passait, mais ils avaient des difficultés à lire les phrases, à lire et comprendre les phrases, mais très clairement. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils avaient ces difficultés-là? Enfin, on en parlait à l'époque? C'était relaté? C'est difficile de comparer, par exemple, avec nos arrière-grands-parents. Le système éducatif était quand même très différent. En revanche, le ministère lui-même fait des études assez précises sur le sujet, le département statistique du ministère, qui s'appelle la DEP, et qui a une étude, justement, sur des cohortes d'élèves de fin de CM2, sur notamment les questions de lecture, orthographe, grammaire, toutes les composantes, techniques, et qui montre que tous les 5 ans, en fait, le niveau diminue, le niveau baisse, mais objectivement, d'après cette étude, ils font passer par exemple la même dictée tous les 5 ans, et les mêmes exercices, les mêmes types d'exercices, et on voit, et non seulement il diminue, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il diminue dans toutes les catégories sociales. C'est-à-dire, on parle toujours du fait que le système français serait avec les bons qui sont très bons et les mauvais qui sont très mauvais. Les bons sont de moins en moins bons. Et les mauvais sont de plus en plus mauvais, en fait. Alors, vous parlez justement de la méthode qui ne va pas le goût pour la lecture, finalement, qui est encore là, selon vous, mais la méthode qui ne fonctionne pas. Vous l'avez analysé, ce problème, j'imagine. Oui, on a réfléchi. Alors, c'est quoi? C'est pas qu'une question de méthode. En fait, on a beaucoup centré pendant très longtemps le débat sur les méthodes de lecture. Vous savez, vous avez sans doute entendu parler, la méthode syllabique, la méthode globale, la semi-globale, tous ces thèmes-là qui sont revenus. Il y a eu ça. Ça, c'était vraiment central, j'allais dire, dans les années 80, où il y a eu une sorte de grande révolution de l'apprentissage de la lecture. On a eu des grands penseurs, chercheurs en éducation, en pédagogie, qui se sont dit qu'il fallait changer tout ça, l'apprentissage de la lecture, et qui, il faut le reconnaître, ont fait beaucoup de mal. Nous, on a des tas de collègues professeurs des écoles qui peuvent vous cataloguer tous les manuels de lecture du primaire suivant la part plus ou moins importante de syllabique dedans. Et en fait, il y a eu une mode qui disait qu'il fallait d'abord privilégier le sens et beaucoup moins finalement la technique. On en revient, heureusement, j'allais dire, on en revient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser au sens, mais ça veut dire qu'à un moment, ce qu'on appelle la correspondance graphème-phonème, entre ce qui est écrit et comment ça se prononce, c'est quelque chose d'indispensable. Enfin, si l'élève ne maîtrise pas le système alphabétique et ne maîtrise pas les assemblages de lettres et de groupes de lettres pour fabriquer des sons, qui fabriquent des mots, qui fabriquent des phrases, ensuite on n'arrive à rien. Et on a eu cette période vraiment où il y avait cette idée de lecture devinette. Les élèves se transformaient en Champollion devant des hiéroglyphes. Le problème, c'est que les hiéroglyphes... Tout le monde n'est pas Champollion. Voilà, puis sans la pierre de Rosette, même Champollion, effectivement, il n'y arrive pas non plus. Oui. Alors justement, on va en reparler de toutes ces méthodes-là, de tout ce qui existe, et puis de cet intérêt ou désintérêt pour la lecture. Pour certains quand même, puisqu'ils le disent eux-mêmes, ça reste une corvée, la lecture, pas un plaisir. Est-ce que c'est lié à l'ère du numérique? On va en parler justement avec Marianne Joly, puisque vous avez créé cette application Corneille, qui allie à la fois lecture et numérique. Vous êtes dit qu'il fallait justement initier les enfants, mais à l'ère d'aujourd'hui finalement, à l'ère du numérique, qui permet aussi, j'imagine, la pluralité, l'effervescence de différents textes. Complètement, ouais. On s'est dit on vit dans une ère où le numérique est très développé, où les enfants sont très familiers avec le numérique. Et on avait envie de diversifier les supports. Donc, on a envie de réenchanter vraiment cet apprentissage de la lecture, que les enfants aient envie d'apprendre à lire. Et le support numérique est un formidable support pour ça. Donc, on a envie de les engager par le jeu, on a envie de les engager par l'interaction avec la tablette pour leur permettre de revenir à ce goût à la lecture. Alors justement, une appli, je l'ai vu, sans publicité, adaptée au niveau de chaque enfant, avec un suivi en plus, aussi pour les parents. C'est une façon pour vous aussi de protéger cela, parce que je crois que tous les parents sont assez inquiets du lien entre écran, Internet et puis la lecture, qui tout d'un coup les rassure, c'est un savoir fondamental, on est dans le bon, mais peut-être que certains sont un peu frileux.
Complètement. Donc nous, on s'adresse à des enfants qui sont très jeunes. L'application est destinée à des enfants entre 3 et 8 ans. Donc on a des enfants qui sont petits, en fait, qui commencent à jouer pour apprendre à lire. Donc l'idée, c'est qu'ils soient dans un contexte complètement sécurisé et surtout adapté à leur âge. Donc que ce soit tant par le graphisme que par le contenu, que par ce qu'on appelle le feedback. Il n'y a pas beaucoup de retours dans le jeu qu'on propose. L'enfant va être dans un univers très calme, très doux, vraiment dans un univers qui est serein. Un enfant qui apprend à lire, en fait, il a une charge cognitive très très importante. L'apprentissage de la lecture le monopolise vraiment beaucoup au niveau cérébral. Donc on n'a pas envie qu'il soit distrait dans l'apprentissage de la lecture. Donc c'est pour ça qu'on a un univers très calme et aussi rassurant pour les parents. On propose nous aussi des lectures qui sont un peu multi-supports parce qu'on décline aussi les ouvrages qu'on a dans la bibliothèque numérique sur support papier et on est convaincu en fait aujourd'hui qu'on peut apporter un apprentissage sur différents supports qui se complètent. Donc on peut utiliser le numérique ou le papier en fonction du temps de la journée, de l'apprentissage de l'enfant, de son parcours, de l'envie des parents. Alors, on en parlait en plateau avec Jean-Rémy Girard, justement, de toutes les méthodes qui existent. On a la chance d'avoir aussi Laurent Piolato qui nous a rejoint en plateau. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes délégué général de l'association Lire et Faire Lire. On parle des méthodes de lecture différentes. La cofondatrice avec vous de Corneille, qui s'appelle Anna Maria Magelea, si je n'écorche pas son nom, expliquait que sa fille avait du mal à apprendre à lire en français, parce qu'elle avait donc 2 langues, j'imagine. Et elle a cherché aussi un autre moyen que la méthode traditionnelle. Donc la méthode traditionnelle, quelle est-elle déjà? J'aimerais bien votre avis à tous les 3, car j'imagine que ce n'est pas forcément concret pour tout le monde. Et de savoir, surtout avec vous, Marianne Joly, qu'est-ce qui a permis l'apprentissage pour sa fille de la lecture plus facilement? Alors c'est vraiment l'idée de passer sur un autre support qui ne soit pas le support traditionnel. Donc nous, avec l'application, on n'a pas à viser à remplacer les enseignants, bien sûr, qui font un travail fantastique, mais on est vraiment un complément, et un complément qui n'est pas traditionnel. L'enfant peut s'adapter, on s'adapte à l'apprentissage de l'enfant, et l'enfant est vraiment dans un univers du jeu, et il est engagé par ce jeu. Et donc, il n'est pas dans un contexte qui peut être parfois bloquant pour certains enfants. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage et qui peuvent avoir des blocages par rapport à l'apprentissage de la lecture. Donc, on leur propose un autre support avec un autre univers graphique, avec une autre entrée dans la lecture pour qu'ils puissent progresser dans cet apprentissage. Alors, la méthode classique traditionnelle, c'est laquelle, Jean-Rémy Girard? Alors, il n'y en a plus, en fait, aujourd'hui, de méthode classique traditionnelle. Il y en a 4 grandes, à peu près, globales. Alors, la globale, qui d'ailleurs devrait plutôt s'appeler l'idéovisuel, en fait, parce que la globale, techniquement, c'est un peu autre chose. Ouais. La réelle globale, ça n'a jamais vraiment été utilisé, la réelle globale, mais l'idéovisuel, qui était plutôt l'idée des images, des mots, et ensuite on partait de l'image pour essayer de reconstituer plus ou moins le mot ou pas, d'ailleurs. Ce qu'on appelle la syllabique ou l'alphabétique, ou celle qui part du principe du code et qui assemble au fur et à mesure. Et puis il y a, j'allais dire, tout ce qui s'est mis entre les deux, ce qu'on appelle les méthodes semi-globales, etc. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui chez les collègues, c'est que chacun fabrique plus ou moins sa méthode de lecture. C'est très rare d'avoir des collègues qui suivent un manuel de lecture et qui n'en sortent pas. Chacun prend des choses à gauche, à droite, des fiches, et chacun fabrique un petit peu son propre système. Il y a une autre difficulté aussi sur l'apprentissage de la lecture dont on n'a pas encore parlé. C'est qu'il y a une chose qui s'est aussi dégradée au fil du temps, c'est les conditions de travail et d'enseignement à l'école primaire. Alors justement, on va y venir juste après. Voilà. Effectivement, on va y venir juste après, parce que j'aurais continué à parler de la méthode. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, Laurent Piolato, finalement, avec l'association, donc Lire et Faire Lire, que les enfants arrivent aussi avec plein de méthodes différentes et qu'il faut pouvoir regrouper et travailler avec cela et les aider? L'apprentissage, ce n'est pas notre affaire en premier lieu, puisque c'est, comme vous l'avez dit, l'affaire des enseignants. Donc on est plutôt à Lire et Faire Lire en complément, en soutien à ce temps d'apprentissage. Comme l'application Corneille avec Marianne Joly. Du même ordre. Ce qui nous importe, c'est donner l'appétit d'apprendre pour les enfants. Et on a le sentiment qu'on n'apprend pas si on n'en voit pas l'utilité de cet apprentissage. Est-ce que vous constatez, vous, les enfants n'ont pas très envie d'apprendre à lire? Si, les enfants ont envie. Bon. En fait, les enfants n'ont pas... Je ne pense pas qu'ils aient envie d'apprendre à lire. Ils ont envie d'accéder aux histoires. Et l'accès aux histoires, ils l'ont par l'intermédiaire de lecteurs. Ils s'aperçoivent bien qu'il y a une espèce de magie qui transforme des signes noirs et blancs, des pattes de mouche sur une page, en histoire.
Et c'est cette magie-là qu'il veut acquérir. Donc cet appétit d'apprentissage de la lecture, ils l'ont. Après, il y a les conditions dans lesquelles ils sont qui rendent plus ou moins difficile cet accès à la lecture. Donc là, on sait, les enseignants le savent mieux que nous, mais qu'il faut le faire très tôt. Ce n'est pas simplement au niveau du cycle 2, quand on est dans l'apprentissage scolaire, qu'on donne cet appétit de la lecture. Il faut que ce soit en amont. Alors en amont, c'est les parents, parce que c'est tout petit finalement. C'est dès les premiers mois. Ce sont les parents. Lire des histoires aux bien enfants. sûr. Il faut que les parents lisent des histoires. Il faut que les pères lisent des histoires. Parce qu'il y a aussi cette affaire de genre sur la lecture. Ce n'est pas que l'affaire des femmes ou des filles. C'est aussi une affaire d'hommes. Et en Angleterre, par exemple, il y a des programmes qui incitent les pères à lire des histoires le soir. Alors, je sais bien que c'est toujours une question de temps, etc. Mais donc, vous savez que les femmes travaillent maintenant. Oui, absolument. Tout le monde travaille. Vous savez. Tout le monde travaille. Non, mais c'est une excuse pour les pères de ne pas le faire. Parce que là, malheureusement, la répartition des tâches au sein de la famille, d'après toutes les enquêtes qu'on a, est encore déséquilibrée. Alors, et le papa fait quoi? Il change les couches? J'y crois pas des masses. Non, moi je suis pas dans chaque famille. Moi je suis professeur. Mais voilà. C'est un retour que vous avez. Non, ce qu'on constate, nous, ce que l'on voit, c'est quand on fait des rendez-vous parents-professeurs, essentiellement, on voit des mères, oui. On voit beaucoup moins des pères. Les pères ne viennent pas. Mais pas parce qu'ils ne sont pas concernés. Parce que quoi alors? Il y a des questions d'organisation du travail, effectivement, où il y a encore beaucoup de familles qui sont sur ce modèle-là, où le père a le travail, entre guillemets, sérieux ou prenant, et la mère a un travail qui lui laisse plus de temps, qui est supposé lui laisser plus de temps. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que les stéréotypes, ils sont stéréotypes parce qu'ils sont répandus, en fait, aussi dans la société. Nous, on n'arrive qu'en bout de chaîne. Moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait une égalité de travail. Moi, j'aimerais voir autant de pères que de mères dans les rendez-vous de parents. Ça me paraîtrait normal que dans un couple... tout le monde s'occupe autant de l'enfant, et la scolarité, c'est l'affaire de tous les parents. Ensuite, on est en train de parler des pères et des mères. Faut aussi constater que nous, dans l'éducation nationale, on a de plus en plus de familles monoparentales, de toute façon. Donc quand on voit les mères, c'est parce que, de toute façon, il n'y a personne d'autre aussi. C'est-à-dire que quand c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, mais il y a forcément le père qui s'occupe aussi de l'enfant à un moment ou à un autre, enfin on imagine, et donc il y a forcément des pères qui se retrouvent à lire des histoires à leurs enfants. Moi j'en connais plein. Non mais heureusement. Mais j'aime beaucoup l'idée d'essayer de développer ça, de dire que c'est normal, enfin ça devrait pas faire partie. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, à Marianne Joly, de votre côté? La lecture aussi, c'est une affaire peut-être de genre? Ce sont les mamans de votre côté qui sont plus là-dessus? Malheureusement, on a le même constat. J'en suis fort désolée, parce que nous, on est une entreprise qui est confondée par de femmes, et on croit beaucoup aux femmes qui travaillent aussi. Mais malheureusement, dans nos clients, on a une majorité de mamans. Ouais. Une grande majorité, on se rend compte en fait que les femmes sont encore en charge de l'éducation à l'heure actuelle en 2022 en France, et c'est d'ailleurs bien dommage. Donc je salue tout à fait l'initiative de Lire et Faire Lire, d'aller faire lire les papas, que je trouve fantastique. Alors justement, faire lire les papas, comment on fait pour qu'un papa, tout d'un coup, ait envie de lire une histoire à son enfant et que son enfant, justement, se dise « Waouh, chouette, c'est l'histoire des pirates » ou « c'est l'histoire des princesses » ou de, je ne sais quoi, de quelque chose de non-genré, d'une boulangerie. Comment vous faites chez Savoir, chez Lire et Faire Lire? Parce que je le vois, regardez, je vous le pique, je le vois, j'ai avec moi, donc je copie. Mais... Lire et Faire Lire n'est pas parti sur une affaire de genre. Il y a 20 ans, quand on a créé, ce n'était pas l'affaire. Sauf que, pour poursuivre sur ce sujet, ça en est quand même. C'est une problématique parce qu'aujourd'hui, si on prend les bénévoles, les 13 000 bénévoles de Lire et Faire Lire, à 90%, ce sont des femmes. Donc c'est un constat, je fais juste le constat. Et par ailleurs, si vous prenez le monde de l'édition, il est très féminisé. Très féminin. Et par ailleurs, sur les types de lecture ou le parcours d'un lecteur, on sait que souvent on invite sur les plateaux des romanciers, mais le public des romanciers, ce sont des femmes. Les livres sont achetés majoritairement par des femmes. Donc la question du genre par rapport à la lecture, c'est un vrai problème. C'est un problème pour une émission à part. Bon, après, pour ce qui est d'inciter les enfants à lire, je pense qu'il y a une condition première, c'est l'exemplarité. Une famille ne peut pas inciter un enfant à lire si les parents eux-mêmes ne lisent pas. Donc l'effet de miroir, quand même, ça joue. Donc que les parents lisent et les enfants liront. On ne peut pas dire simplement « lis » alors qu'il n'y a pas de pratique de lecture dans la famille. Donc cette affaire-là, elle est primordiale. À Lire et Faire Lire, on est persuadé que c'est
par le mimétisme, c'est par la sympathie, c'est par la rencontre qu'on devient lecteur. Vous êtes lectrice parce que vous aviez une grand-mère, un grand-père qui était lecteur, ou vous avez rencontré un enseignant qui vous a donné ce virus-là. Cette rencontre-là, on la sollicite, on la fait, on la pratique, on fait en sorte que les enfants rencontrent un lecteur. Est-ce que vous avez l'impression aussi que, comme on est rentré dans l'ère du numérique, il y a peut-être un peu moins de livres chez soi, chez les parents, et donc ça joue sur le fait que l'objet en lui-même est moins à portée de main? La production en littérature jeunesse, elle est pléthorique. Il y a Bien énormément. À acheter, certes. Est-ce qu'elle est achetée? C'est la différence. Oui, ça peut être acheté parce qu'il y a tout type de livres. Et vous avez des livres bon marché, vous avez des livres chers, etc. Mais il y a aussi en France la lecture publique. Et accéder à une bibliothèque pour les enfants, les 3/4 du temps, peut-être tout le temps même, c'est gratuit. Donc c'est pas la question de la pénurie de livres, c'est pas ça la question. Non, je ne parle pas de pénurie du tout. Je parle du fait que l'ère du numérique est entrée dans les familles. La concurrence. Vous appelez ça une concurrence, vous? Oui, bien sûr, il y a une concurrence. C'est marrant ça. Non, et vous ne pensez pas qu'il peut y avoir justement... Le temps n'est pas extensible. Voilà, c'est une concurrence sur le temps. Ouais. C'est-à-dire que le temps de loisir ou le temps des enfants est limité. Et il y a des choix. Donc les enfants, quand on dit les enfants, ça va de 0 à 11 ans pour nous. Donc quand même, il y a des phases différentes. Mais ce sont effectivement des arbitrages. Et à un moment donné, la problématique du livre, elle est sur le fait que ça ne paraît pas évident comme un objet de lien social, par exemple, entre pairs. On aurait l'impression, quand on fait les enquêtes sur la lecture, on a le sentiment que les enfants, ou même les adultes, perçoivent le livre comme un temps de repliement sur soi-même, pas un temps de liaison avec les autres. Ah, pas de partage, d'accord. Pas de temps de partage. Or, l'adolescence, c'est un temps du partage. Donc, ils n'imaginent pas tout de suite que la lecture va favoriser ce partage. Donc, vous recréez le partage grâce à votre association, parce que justement, ce sont des personnes qui sont extérieures, c'est ça, bénévoles, et qui viennent... Absolument. C'est un temps de partage du plaisir. Ce n'est pas un temps de partage de la lecture, c'est un temps de partage du plaisir de la lecture. Donc c'est cet univers-là qu'on installe. Mais aujourd'hui, les enfants, les jeunes, se prescrivent les livres par Internet et autres. Et ça, c'est très important parce que cette prescription par les pairs, elle incite à la lecture. Tous les jeunes adultes fonctionnent comme ça. Les titres ont des succès faramineux parce que tout d'un coup, il y a une youtubeuse ou un youtubeur qui va l'avoir préconisé. Alors comment vous jugez justement le rapport au numérique grâce à une application comme Corneille dont on parle aujourd'hui avec Marianne Joly? Nous, on n'a pas de réticence par rapport au numérique. On utilise dans les séances de lecture plutôt les albums. Et les albums, par rapport au numérique, ils conservent cet avantage d'être un objet, et un objet qui peut avoir toutes les formes, et qui peut être en pop-up. Bon, il y a un plaisir du papier dans l'album jeunesse. Donc cet aspect-là, nous, on s'en sert, on le valorise, on se sert de cet objet. Après, pour ce qui est du numérique, en complément de cette lecture-là, il y a, par exemple, nous travaillons avec Story Player, qui est une sorte de bibliothèque numérique. Et là, il y a des possibilités supplémentaires qui sont très intéressantes. Notamment, pendant la pandémie, ce que nous avons utilisé avec Story Player, c'était la possibilité pour les bénévoles d'enregistrer la lecture et pour les enfants, chez eux, dans leur famille ou dans leur classe, de réécouter à la demande ces lectures. Donc cette complémentarité-là, on trouve ça... Alors justement, lire à voix haute, Marianne Joly, c'est important aussi. On peut le faire grâce à Corneille? C'est très important, et je reprends tout à fait ce qui vient d'être dit. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est la complémentarité des supports. En fait, le numérique, évidemment, donc les enfants utilisent beaucoup d'appareils numériques de plus en plus. Nous, ce qu'on préconise et ce qu'on met en avant, c'est les enfants utilisent du numérique. De toute façon, on ne peut pas aller contre. L'important, c'est de contrôler le contenu qu'il y a dedans et de leur proposer du contenu éducatif et intelligent. Ça, c'est notre point de vue sur le numérique. Maintenant, sur la complémentarité des deux supports, c'était ce que je disais un petit peu plus tôt, et nous, on y croit beaucoup. Le numérique permet d'apporter des choses que n'apporte pas forcément le papier. Par exemple, pour des publics en difficulté, je pense notamment au public dyslexique, nous on a une partie bibliothèque numérique qu'on va rendre adaptable à un public dyslexique en termes de typo, en termes d'espace intermo, pour vraiment rendre plus accessible. Donc ça, c'est vraiment un des atouts du numérique, c'est d'avoir une plus grande accessibilité à la lecture pour des publics en difficulté.
Sur la lecture à voix haute, c'est un point qui est effectivement très important. Le numérique permet aussi d'écouter des histoires. Donc nous, dans la bibliothèque numérique, on a une approche qui est double. L'enfant peut lire l'ouvrage tout seul ou bien il peut l'écouter. Et donc là, je reviens à ce que disait également le monsieur au début de l'émission. On peut faire une correspondance entre le graphème et le phonème qui est très importante. Et encore une fois, c'est des outils qui viennent aider à cet apprentissage de la lecture. Donc nous, on croit vraiment à cette complémentarité des supports. Jean-Rémy Girard, vous faites aussi beaucoup de lecture à voix haute, enfin vous faisiez pendant vos 10 années. On peut le faire au lycée. Moi, je l'ai fait travailler sur la lecture à voix haute au lycée. J'enseigne la littérature, on a un thème dans l'année qui est la parole. Ça paraît quand même bien de les faire parler. À un moment, ça paraît assez logique. Oui, on essaye la lecture à voix haute. Le problème, dans les classes de 30, la lecture à voix haute, elle va quand même va quand même prendre beaucoup de place. Et deuxièmement, nous, ce qu'on a aussi découvert, et moi-même, c'est que souvent la lecture à voix haute est plus efficace une fois qu'on a étudié le texte qu'avant d'étudier le texte. Parce qu'en fait, c'est souvent très pénible, la lecture à voix haute d'un élève qui ne connaît pas le texte et qui est en train, dans un certain nombre de cas, de déchiffrer le texte sans absolument comprendre la moitié des phrases qu'il lit. Et ça montre bien les difficultés qui existent quand on est en 4e et qu'un élève a du mal à déchiffrer un texte, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose de pas normal. Quand vous parlez de déchiffrer, c'est important. Déchiffrer, c'est à la fois les mots, donc le lexique, c'est à la grammaire, c'est aussi la conjugaison. C'est lié à l'ensemble. Et c'est la ponctuation, j'imagine, parce que c'est le sens d'un texte. La ponctuation, quand ils arrivent, une fois encore, quand ils arrivent même parfois à faire le rapport entre un point, on s'arrête, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et d'ailleurs, on le voit quand ils écrivent, parce que la pratique de la lecture, c'est très très bien de la lier à la pratique de l'écriture, parce que justement on essaye de montrer le lien entre l'oralisation et comment ça se rend par écrit. Et quand on voit la ponctuation aujourd'hui chez les élèves, on se rend bien compte qu'il y a des grosses difficultés là-dessus, de savoir ce que désigne une virgule, ce que désigne un point. Le pire, c'est le point-virgule, franchement. Alors, bien sûr, mais personne ne s'amuse à enseigner le point-virgule. On est d'accord, ça a été un casse-tête pour moi. Nous, déjà que les élèves mettent les points à la fin des phrases. À part pour Emma Guessel qui adore ça, on est ravis. Je connais très peu de gens qui aiment le point-virgule. Mais je reviens parce que... C'est le niveau expert. Oui, c'est ça, effectivement, c'est le niveau expert. Je suis d'accord. Mais elle adore être experte, c'est pour ça, c'est Emma Guessel, vous savez. Non, juste un point précis. Vous parlez des enseignants, justement. Et les enseignants face à ce problème de la lecture enfance et face à ce déficit que l'on constate, et tous les chiffres le montrent, des enfants qui arrivent donc en 6e sans savoir lire et écrire, et même au lycée d'ailleurs aujourd'hui. Et même après, oui. Ouais. En fait, nous, ce dont on se rend compte, c'est quelque chose qui doit se régler, entre guillemets, le plus tôt possible. Moi, j'avais des élèves en 6e. De toute façon, c'est pas en 6e qu'on va leur apprendre à lire. Globalement, moi-même, je suis pas formé à l'apprentissage de la lecture. C'est essentiellement le CP, mais ça peut se rattraper quand même sur les années ensuite. C'est même, je dirais, la grande section, non pas pour l'apprentissage lui-même de la lecture, mais la reconnaissance des lettres, etc. On n'attend pas le CP pour le faire. C'est pour ça que c'est d'ailleurs important que les élèves aillent à l'école maternelle aussi pour avoir... C'est obligatoire maintenant. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, comme ça, mais parce que ma fille qui est en petite section, par exemple, elle connaît quand même toutes les lettres et elle a fait l'association de mots. Ces choses-là, c'est des choses qui se font avant le CP. Ensuite, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les conditions d'enseignement sont quand même de plus en plus compliquées, que les professeurs des écoles, ceux qui enseignent à l'école primaire, ont de plus en plus de mal en fait, à arriver parfois à enseigner. Donc finalement, le temps réel d'enseignement, et d'enseignement dans d'excellentes conditions d'enseignement en classe, diminue. Les taux d'encadrement ne sont pas très bons en France, ils sont moins bons que dans la plupart des autres pays. Je traduis, on a plus d'élèves par classe. Voilà. On a moins de moyens. Voilà, non, mais c'est une réalité. Enfin, maintenant, c'est plus un débat, ça. C'est vraiment posé. Ce sera un débat tous les jours ici, sachez-le. C'est pour ça que aussi, à un moment, oui, la pratique de la lecture hors l'école, avec... alors moi, je ne suis pas pro-numérique, anti-numérique là-dessus. À un moment, ce qui marche. Voilà, prenons ce qui marche. Ce qui intéresse les enfants. Ce qui marche, ce qui intéresse. Nous, à l'école, on essaye d'éviter de multiplier les écrans parce qu'on sait qu'ils en ont déjà un certain nombre, beaucoup à la maison. Donc, on va peut-être pas leur en coller beaucoup à l'école. Merci. Effectivement, faire en sorte que les enfants soient captifs le plus possible, soit par l'application cofondée par Marianne Joly, l'application Corneille que vous pouvez télécharger. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Marianne. Soit par celle de Laurent Piolato, donc lire et faire lire. Voilà une meilleure façon, enfin une très belle façon, pas meilleure, pardon, une très belle façon aussi de pouvoir amener la lecture à nos enfants. Jean-Rémy Girard, merci encore d'avoir été là. Merci à vous. Et toujours, vous allez revenir comme à chaque fois, rassurez-moi. Je ne pourrais pas faire le grand JT sans vous, mais à la rentrée, vous serez là. Professeur de lettres, président du SNALC. Merci beaucoup de parler de lecture. Lisez, encore lisez. Il y a eu la finale hier soir de François Bunel, la grande librairie. Enfin, c'est vraiment un sujet, quoi. Voilà. Et puis on le voit avec le succès
cette son émission. Donc, il faut se remettre à la lecture, quelle qu'elle soit. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour dans le grand JT de l'éducation, c'est ce week-end à la Villette à Paris. Rendez-vous à l'espace jeunesse de la Grande Halle pour le festival Mots pour mots, un festival littéraire pour les enfants. Au programme des rencontres avec des ateliers jeunesse et une multitude d'ateliers différents autour des mots. Et justement, à ce sujet, je suis ravie d'accueillir Véronique Masneau. Bonjour. Bonjour. Alors Véronique, vous êtes autrice d'une 50aine d'ouvrages, ce n'est quand même pas rien, et vous animez différents ateliers ce samedi. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous allez faire comme atelier? Racontez-nous. Alors, dans l'espace jeunesse, donc animé par les éditions de l'Élan Vert, on propose plusieurs ateliers différents. Alors, il y a des ateliers en continu et des ateliers plus ponctuels. Les ateliers continus sont en fait à la disposition de chacun. Chacun peut venir ajouter sa petite touche. Et évidemment, ce sont des ateliers basés sur les jeux de mots, les jeux avec les mots. Voilà. Alors, nous avons par exemple l'arbre à mots. Alors, en fait, on en aura deux. Il y aura un arbre à mots doux et un arbre à mots drôles. Donc, chacun peut apporter comment dire, non pas cueillir, mais c'est l'inverse, placer dans l'arbre un joli mot, un mot qui lui plaît, un mot doux qui sonne bien à ses oreilles ou un mot drôle qui le fait rire, etc. Et à la fin du week-end, on aura une belle récolte de mots apportés par les petits auteurs. Alors, on va juste parler, Véronique, pardon, vous allez nous raconter précisément chaque atelier, mais j'aimerais revenir juste avant sur l'idée en fait de la lecture pour les enfants et même finalement pour les adultes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est compliqué? On a fait une émission là-dessus aujourd'hui, on a dédié effectivement à la lecture, on en a parlé avec un enseignant, avec une jeune femme qui a monté une application justement, Corneille, une application numérique pour amener les enfants à la lecture, et puis aussi avec l'atelier Lire et faire lire qui permet justement de pouvoir aussi amener les enfants d'une autre manière à la lecture. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il faut pouvoir redoubler d'imagination pour donner cette appétence à la lecture aux enfants? Oui, bien sûr. Je dirais que tout est bon en fait pour amener à la lecture, pour amener les enfants. Et les enfants sont très sensibles au jeu, à la création. Et en fait, c'est aussi ce que je fais moi quand j'écris, c'est-à-dire que tout ça c'est une même dynamique et c'est chouette par un atelier de pouvoir faire une rencontre comme ça vivante entre un auteur et puis un lecteur, et ça rend le livre peut-être plus concret, ça le rend accessible aussi.
Donc, d'où l'intérêt de ces ateliers. Véronique, mais tout est bon, moi, je dirais. Véronique, on doit avoir à peu près le même âge toutes les deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'accéder à la lecture, d'écrire, de devenir auteur ? Mais en fait, c'est mon expérience de lectrice, justement. Et même avant d'avoir accès aux mots, c'est-à-dire même avant de savoir lire, j'essayais de comprendre les histoires qui se trouvaient dans les albums que j'ouvrais, là, que je prenais dans le bac de la bibliothèque municipale. Et je plongeais dans le livre, et puis les images m'aidaient, etc. Puis après, j'ai eu accès au texte, et ça n'a fait que redoubler mon intérêt pour la lecture qui m'ouvrait des horizons nouveaux, en fait. C'est tout simple. C'est une sorte de... Ça donnait une dimension augmentée à ma vie, quoi. J'avais toutes les vies de tous les héros de tous les livres. Donc, est-ce qu'à 7 c'était l'accès à l'imaginaire. Est-ce qu'à 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous auriez eu Internet et donc l'accès aussi à tous les super-héros dont vous parlez, vous vous seriez désintéressé peut-être des livres, à votre avis ? Alors là, c'est difficile à savoir. D'autant que quand j'étais petite, mes parents, par exemple, ne voulaient pas qu'on ait la télévision parce qu'ils voulaient qu'on se consacre aux livres. Alors, je ne sais pas si, en réécrivant l'histoire, ils nous auraient privés d'Internet, je ne sais pas, ou de téléphone, je ne sais pas. Mais non, la lecture, de toute façon, je pense que c'est aussi une sorte de dialogue avec soi-même, c'est-à-dire il y a aussi un côté bulle, où on s'installe et puis on crée ces images mentales par la lecture et c'est très important. Alors évidemment, peut-être que maintenant, la concurrence est d'autant plus forte qu'il y a plein de supports accessibles aux enfants qui les multiplient. Mais justement, c'est bien aussi d'utiliser ces supports pour les amener vers le livre. Véronique Masneau, vous parliez de vos parents. Vous recommandez aux parents qui nous regardent justement de priver ou disons d'éloigner les enfants de la télé et d'Internet, en tous les cas, du mieux qu'ils le peuvent ? Oui, alors c'est un peu bizarre de dire ça dans une émission de télévision et diffusée sur Internet. Mais moi, je pense que, en fait, les enfants, voilà, il faut qu'ils aient accès à tout. Alors c'est vrai qu'à l'école, ils ont beaucoup accès aux livres, mais en fait, quelque chose de tout simple, c'est la lecture du soir, la lecture plaisir, le partage avec un adulte sans intermédiaire d'objets connectés, etc. Enfin, vraiment, tout simplement la relation de l'adulte à l'enfant, d'une lecture échangée, d'un fou rire au détour d'une histoire. Voilà, pour moi, c'est vraiment très précieux, en fait, ça. Et c'est peut-être la première entrée avec le livre qui est toute simple. Alors, vous me parliez du premier atelier qui était les mots drôles et les mots doux. Quelle est la vertu, justement, pédagogique pour tous les enfants de recréer ces ateliers-là ? En fait, souvent, c'est de les faire réfléchir sans qu'ils s'en rendent compte, en fait, aux mots qui leur plaît. Que le mot n'est pas seulement un code comme ça qu'on échange pour dire quelque chose, mais c'est aussi un plaisir finalement, le plaisir de prononcer un mot. Il y a des mots qui vont nous sembler aussi délicieux qu'un bonbon et puis d'autres qui vont sonner plus difficilement à nos oreilles. Donc c'est chouette aussi de les faire s'interroger là-dessus, de les faire exprimer leur appétence, comme vous avez dit tout à l'heure, pour la langue. Et voilà, moi j'aime bien aller vers la dimension de plaisir et puis on va vers la poésie en fait quand on fait ça. Et les enfants sont très très réceptifs et très créatifs. Alors justement, très créatif, il y a un autre atelier qui s'appelle le mot-à-mot. C'est quoi le mot-à-mot ? Alors c'est un titre que j'ai trouvé pour ne pas dire le vrai mot entre guillemets qui est la Dorica castra, mais qui fait un peu peur, on se demande ce que ça veut dire. Non, et vous savez, en fait, c'est marabout, bout de ficelle, selle de cheval, etc. En fait, c'est un jeu d'agglutination de mots, c'est-à-dire on les imbrique les uns derrière les autres. Et je me suis dit, mot à mot, peut-être c'est plus, on se demande ce que c'est, mais ça fait moins peur. Et finalement, ça dit assez bien le concept. Donc, on va faire une sorte de longues chaînes de mots et chacun pourra venir rajouter son mot et normalement à la fin du festival il devrait y avoir un grand collier comme ça, une grande farandole de mots qui se suivent. Alors on ajoute des mots mais c'est quand même par association d'idées parce que marabout, bout de ficelle, c'est... Celle de cheval. Voilà, c'est à chaque fois une association, soit d'expression, soit... Une association sonore, mais après forcément quand on fait la liste,
ça crée des images, donc des associations un peu parfois drôles, poétiques. Voilà. Donc on va essayer de continuer après, bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course, etc. On va essayer de continuer. Vous parliez de poèmes tout à l'heure, il y a un 3e atelier sur les poèmes japonais. Racontez-nous. Oui, alors sur les haïkus, qui sont des poèmes très précis dans leur forme, c'est-à-dire il y a 3 vers, il n'y a pas forcément de verbe, il y a 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds. Donc voilà, là c'est déjà plus structuré. Et on va parler de poésie. Disons que le haïku parle des sentiments, de la nature, etc. Donc on va essayer on va s'essayer au haïku ensemble. Alors on connaît faire une grande vague comme ça de haïku. On connaît en fait l'engouement des enfants pour les mangas japonais, enfin les adolescents et préadolescents en ce moment. On le voit avec toutes les librairies japonaises du centre de Paris qui cartonnent et qui ne désemplissent pas, les queues interminables dehors. Est-ce que vous aussi, grâce justement à la Villette et à ce que propose ce grand festival mot pour mot qui a lieu ce week-end, est-ce que vous allez pouvoir associer aussi des images, par exemple des dessins de mangas, tout ce qui va attirer l'œil finalement des enfants et les amener progressivement à la lecture? Oui, bien sûr. Là, ça sera beaucoup basé sur un album qui s'appelle La Grande Vague, que j'ai écrit maintenant il y a plus de 10 ans et qui est illustré par Bruno Pilorget et qui s'inspire justement d'une œuvre d'art de Hokusai, qu'on a l'habitude de désigner comme le premier auteur de haïku. De manga, l'inventeur un peu du manga. Et voilà, donc il y a cet univers qui sera présent aussi grâce à ce livre-là. Merci beaucoup Véronique Masseneau d'avoir été avec nous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je rappelle que le festival donc mot pour mot, c'est à partir de demain à la Villette à Paris. Courez-y, ça dure tout le week-end et c'est vraiment chouette. Merci 1000 fois. À bientôt. Restez avec nous, c'est l'heure de découvrir, non pas de découvrir parce que vous le connaissez déjà, mais de le retrouver. Vous avez envie, hein? Oui, il est là, pour vous, Mickaël Dorian. Alors Mickaël, c'était l'un des sujets les plus abordés par les jeunes la semaine dernière sur Twitter, pas forcément en bien d'ailleurs. Vous allez nous parler de Parcoursup. Oui, parce que la semaine dernière, les premiers résultats d'admission ont été mis en ligne sur Parcoursup, Virginie, provoquant au passage une vague de colère et de mal-être auprès de centaines de milliers de lycéens. Nombreux sont ceux qui se sont vus refuser leur choix dès la première journée. D'autres sont sur liste d'attente avec des places qui se libèrent au compte-gouttes. Une situation terrible que certains ont décidé de tourner en dérision sur Twitter. Pas étonnant que le hashtag Parcoursup soit resté en top tweet plusieurs heures après la mise en ligne des premiers résultats et a continué d'être très partagé tout au long de la semaine. Des tweets publiés la plupart du temps pour tenter de faire sourire et de dédramatiser les lycéens qui, faut le dire, l'ont mauvaise en ce moment. Vous avez des exemples ? Oui, évidemment, j'ai des exemples, j'en ai même plein. Je vous ai fait une petite sélection. Alors, il y a d'abord les désespérés, Virginie, vous allez voir. Nombre de places 8, votre position 156. Il y a de quoi être désespéré. Un autre tweet, ça c'est pour ceux qui ont la référence, vous allez voir. Parcoursup, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Référence à la série Malcolm avec le petit Dewey. Je ne sais pas si vous regardiez cette série à l'époque sur M6. Mais je vois. Qui joue avec ses petits soldats. Ici, les soldats, ce sont tristement les élèves. Et puis, il y a ceux qui, après la publication de ces résultats, n'ont plus aucune ambition avec ce tweet partagé par Damien. Regardez, comment je voyais mon avenir avant Parcoursup et après Parcoursup. Ouais, le symbole de la montre, je sais pas. Enfin bref, c'est une caricature bien sûr, mais bon, évidemment. On le sait, on en a parlé. La montre, la voiture de luxe et de l'autre côté. Évidemment. C'est ça. On en a parlé la semaine dernière que ces résultats de Parcoursup ont été dévastateurs pour le moral des élèves. Est-ce que vous en avez d'autres ? Oui, toujours dans l'esprit du dernier que je vous ai montré avec le patron de McDo, les restaurants de fast-food, qui se frotte les mains quand il voit toutes les personnes refusées sur Parcoursup. Et puis il y a celui-ci, regardez. Quand je vois mes résultats Parcoursup sans les lunettes, avec les lunettes, la toque universitaire et le fameux chapeau de remise de diplôme qui en réalité est une casquette McDo. Pas question évidemment de faire de la pub ou de la mauvaise pub d'ailleurs à McDo. On va en citer 2 autres, comme ça on sera tranquille. Burger King et Quick. Oui, sauf que le problème c'est qu'il va falloir faire les casquettes Burger King et Quick. Quick,
ça existe toujours en France? Je crois, je sais Ah oui, si on en parlait tout à l'heure à la rédac, je crois que ça existe toujours. Bon, j'en voudrais un dernier pour la route. Allez, un dernier, celui-ci, il n'y a pas de photo, mais il est tristement drôle. On ne pourra jamais faire comme les Américains. J'ai été accepté à Harvard. Non, nous, on a été refusé à Mantes-la-Jolie. #Parcoursup. Wow. Wow, dur, ça clash. Hein. Mais enfin, en même temps, c'est Twitter. Hein. Et on sait. Ça. Merci beaucoup, Mickaël. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de Malika Ménard. Et c'est l'ex-Miss France Clémence Bottineau qui livre ses souvenirs d'écolière cette semaine. Regardez. On l'a dit en introduction, tu as une année de Miss France perturbée avec le Covid. Est-ce qu'il y a des frustrations ? Alors, il y en a eu. Je ne les ai pas forcément exprimées pendant mon année parce que j'osais pas. Tu sais, tu es dans le tourbillon, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu vis la chose parce que c'est unique et que tu te dis que ça va se terminer à un moment. Mais c'est vrai que l'après, où tout s'arrête, où tu dois reprendre ta vie, comprendre ce qui t'est arrivé, ça a réveillé toutes les frustrations que j'avais plus ou moins cachées et j'ai eu besoin d'une année pour les accepter, pour être triste, énervée, me dire que bon, c'est pas juste que ce soit tombé sur moi, mais c'est comme ça. Et après, c'est aussi une manière de se démarquer. Oui, c'est une manière de se démarquer, mais bon, tu vois, ça, je me suis dit 1001 fois cette phrase, ça te rend unique. Mais au fond, j'avais juste envie de vivre une année plus ou moins comme les autres. Ça a été aussi une année où tu as reçu pas mal de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Est-ce que ça t'affecte ? Alors, ça ne m'a pas affectée directement, mais je pense qu'aujourd'hui, ça m'affecte plus qu'avant. Tu sais pourquoi ? Parce que le racisme, je ne l'avais jamais confronté avant. En fait, c'était la première fois que je faisais l'expérience du racisme en devenant Miss France. C'est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que j'arrive à une... T'es censée fédérer et tout. Exactement. Et là, je me sentais complètement exclue alors que je représentais un pays. Donc c'était assez bizarre et heureusement, j'ai pas forcément de haine dans mon cœur et j'ai pas été élevée comme ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, la Guadeloupe, c'est très cosmopolite finalement. Dans mon école, il y avait des personnes de toutes les carnations, de toutes les origines. Et les gens sont très ancrés Guadeloupe, même s'ils sont d'origines différentes. Oui, c'est vrai. Mais la Martinique, c'est autre chose. Mais la Guadeloupe, c'est comme ça. Et c'est vrai que le racisme, je ne le connaissais pas avant. Il y a eu aussi un autre épisode traumatisant, l'incendie de l'immeuble dans lequel tu vivais. Où j'ai vécu. Voilà, on vivait, où on a vécu. 10 ans plus tôt. Écoute, ça a été la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que ça s'est passé en juillet 2020. Et là, je me suis dit, cette année de Miss France commence à être un peu longue. Ça va s'arrêter quand ? Je suis le chat noir. C'est ça, j'étais le chat noir. Et à un moment donné, c'était tellement gros que tu comprends même plus, tu sais même plus quoi dire aux gens. T'es là, bon oui, j'adore être Miss France, c'est formidable. Puis au fond de toi-même, t'es là, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent maintenant ? T'étais chez toi quand c'est arrivé ? Ah oui, j'étais dans l'appart. Mais tu sais, je dis toujours l'appart. Je dis jamais chez moi. Oui, parce que c'est l'appart. C'est ça, il a quelque chose d'assez impersonnel cet appartement. Mais du coup, l'appartement a changé depuis ? L'appartement a changé. Et à l'époque, oui, j'étais chez moi, j'étais secourue par les pompiers, voilà, sur l'échelle, sans chaussures, sans téléphone. Alors si, j'avais quand même mon téléphone. Toujours, on y pense. Bah oui, mais tu sais, à la fin, tu te dis, si ça se trouve, c'est la fin, il faut quand même que tu préviennes tout le monde. C'est ça, il faut que tu puisses dire au revoir aux gens que t'aimes. Et j'avais gardé que ça, j'avais plus de carte de crédit, j'avais pas de papier, j'avais rien, j'avais même pas de chaussures. C'était à la rue, quoi. Un peu. Je pense à la rue. Une soirée, oui. Une soirée, c'était ça. Et c'est un épisode que tu as réussi à mettre derrière soi ? Alors oui, après, je pense quand même que quand on a des traumatismes petits ou grands, il faut quand même les soigner parce que, tu vois, aujourd'hui encore, quand j'entends des alarmes ou une petite odeur de fumée... Inconsciemment, je me rappelle de ça et j'étudie. Bon, tu peux être sûr que quand je vais chez quelqu'un, je sais exactement où je vais sortir s'il y a un problème. En fait, maintenant, c'est des réflexes. Oui, qu'on n'a pas, nous, quand on va chez quelqu'un. C'est ça. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain, toujours en compagnie de Clémence Bottineau, dans Souvenirs d'écolier. Clémence et Malika, merci. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Qu'est-ce qui pousse justement les candidats, d'après vous, on en parlait il y a un instant avec M. Le Bolloc, à candidater en ce moment, à s'engager? Et je pense qu'il y a différentes périodes. Nous, on a vu, après les attentats qui ont touché la France, on a vu une grosse vague de jeunes qui voulaient rentrer dans la police parce qu'ils avaient eu ce sentiment de frustration en regardant
ce qui se passe à la télé, de vouloir servir le pays. Donc il y a eu vraiment un élan énorme de candidats et on les a vus arriver, toute cette génération post-attentat qui sont rentrés progressivement et en école, puis qui ont commencé à arriver dans les commissariats. Mais je pense qu'en fonction de l'actualité, du climat social dans lequel on évolue, les vagues sont plus ou moins importantes de gens qui ont envie d'entrer dans les forces de l'ordre. Je vois d'ailleurs là, depuis que la réserve opérationnelle s'est ouverte pour rentrer dans la police de façon réserviste tout en étant opérationnel, c'est-à-dire faire des missions de policier tout en étant pas forcément un policier professionnel. Il y a énormément de candidats, plusieurs milliers de candidats qui sont spontanément proposés. Vous avez des candidats, me semble-t-il, c'est ça, des avocats. Plus de 7000 candidats, me semble-t-il. Mais alors, vous me dites, cette réserve opérationnelle, on n'a pas le statut de policier. Hein. Écoutez, vous êtes réserviste. Donc, en fait, c'est comme ce qui existait déjà dans la gendarmerie depuis bien longtemps, c'est-à-dire vous avez votre statut professionnel à côté de ça, mais vous faites des heures de patrouille, de réserve, comme le font les pompiers ou les gendarmes, et vous suivez une formation initiale et continue, qui est moins importante évidemment qu'un policier de carrière, mais qui vous donne quand même les bases nécessaires pour pouvoir justement évoluer dans ce métier ce deuxième métier de policier réserviste. Evolukid qui propose justement aux 6-18 ans de les accompagner vers la transition numérique. Quand on parle de transition numérique, on a l'habitude d'en parler dans le milieu d'entreprise notamment et dans la transformation aussi que vit nos sociétés avec cette transformation protéiforme, à la fois culturelle, politique, environnementale et tech de façon plus pure et dure. Quand on parle de transition numérique à ces enfants, on leur explique quoi? On leur dit quoi? Alors, on leur parle de plein de choses. Déjà, le terme numérique, c'est un terme qui est galvaudé. On y met tout et peut-être même n'importe quoi. Surtout, d'ailleurs. Et surtout, ouais. Et donc, on leur parle de leur futur. On leur parle on essaye de leur expliquer que le monde a changé, qu'il est extrêmement dynamique. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent sans cesse. Et on a le souci, en fait, de les sensibiliser à deux choses. C'est qu'il faut se former, sans cesse se former. Et d'ailleurs, moi, je me suis forgé un nouveau point de vue, c'est que quand on termine l'école, on n'a pas fini de se former. C'est là où tout commence. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on veut transmettre, c'est que se former, c'est tout le long de la vie. Et d'autant plus avec le monde qui change. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et on l'a appris avec le grandissement d'Evolukid, c'est que ce qu'il faut développer, c'est le savoir-être, c'est les soft skills. Et pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir être agile, parce que le monde professionnel est exigeant et c'est pas le même professionnel qu'on a connu, nous, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc le numérique, c'est ça. C'est le monde dans sa globalité, avec tous les services liés au numérique, parce qu'on a dit que le terme était galvaudé, qui fait qu'il faut... Pour moi, il ne faut pas attendre que... Évidemment, je ne critique pas l'école, mais il ne faut pas attendre que l'école fasse son travail, les amène au bac, qu'ils passent leur diplôme et qu'ils arrivent sur le monde professionnel. Il y a énormément, justement, encore une fois, avec le numérique, énormément d'outils qui permettent de se former rapidement. Et puis, notre rôle, c'est de trouver les bons outils, de créer des contenus pour pouvoir dispenser des formations appropriées. Non, vous avez une expérience assez longue autour de dispositifs d'apprentissage des langues, notamment avec des nouvelles technologies, comme on les appelait à l'époque. On dirait des EdTech aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce que la technologie en tant que telle peut apporter en 2022? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais pour une entreprise de logiciels qui était basée sur la reconnaissance vocale. Donc, en fait, on désinhibait l'apprenant parce qu'il pouvait parler à son ordinateur qui allait lui répondre. Et finalement, c'est beaucoup ça qui se développe. C'est l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, chez Cambridge, on va aller de plus en plus vers des tests d'anglais qui vont permettre d'évaluer, non pas avec un examinateur humain, mais avec la machine, évaluer le niveau d'anglais de l'apprenant. Donc, déjà, on le fait très, très bien sur tout ce qui est production écrite. Et de plus en plus, on va le faire sur l'oral. Donc, grâce à des algorithmes, on arrive à identifier le niveau CECR du candidat. Samantha, on ne se présente pas au concours de gardien de la paix comme on se présente à un autre concours. Que viennent chercher tous ces jeunes? On en parle souvent, avant tout, cette quête de sens.
Je dirais, alors, quête de sens, les valeurs. Tout à l'heure, on parlait des jeunes, de l'école. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ont peur des policiers, ou en tout cas qu'ils aient un premier contact un peu brutal. Je pense que c'est vrai que ça serait bien que les policiers, que les jeunes comprennent surtout que les policiers, à la base, il y avait quelque chose qui les animait quand ils ont décidé de policiers. Et c'est surtout des valeurs qui sont importantes pour eux. La police, c'est là pour protéger la population au départ. Protéger, mais ce qui est important, eux, ils veulent, quand on veut être policier, c'est qu'on aime l'ordre, on aime la justice, on aime le cadre. C'est ça qui nous anime. Et ça, c'est important, c'est vrai de l'expliquer aux jeunes. C'est ça que font les policiers, avant tout. Et les jeunes aujourd'hui qui veulent devenir policiers, moi j'en vois, c'est vrai, je vois de plus en plus de filles aussi, c'est que ce sont déjà des personnes qui aiment être cadrées, aiment des organisations organisées, sont des personnes qui respectent la hiérarchie, c'est important pour eux le sens du devoir. Et ils viennent chercher ça souvent dans la police. Ils aiment aussi l'action plus que la théorie. Donc, ils aiment être sur le terrain, ils aiment se déplacer. Donc, c'est ce qui les attire. Donc, c'est pas juste quête de sens. Il y a bien sûr ces valeurs, mais il y a je veux bouger, je veux être utile, je veux faire respecter la justice aussi. Stéphane Le Belloc, quels sont les différents parcours pour arriver en école de police? Est-ce qu'il y a une voie royale, si je puis dire? Je n'en connais pas. Tous les parcours peuvent amener un jeune à vouloir entrer dans la police nationale. En tout cas, moi, je suis confronté à plein de parcours différents. Parmi les jeunes auxquels je dois enseigner ce futur métier, leur futur métier de gardien de la paix. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de mon métier, c'est que je vois des gens qui ont suivi un parcours scolaire assez lisse, assez classique, voire même en ayant fait des études supérieures, jusqu'à Bac+2, Bac+3. J'ai eu par le passé un docteur, un Bac+9 qui avait passé et réussi son concours de la paix, donc c'était un parcours incroyable. Et puis à contrario, j'ai aussi des gens qui ont arrêté l'école, en tout cas sur la voie classique, mais qui ont obtenu un bac pro et qui ensuite ont décidé de rentrer dans la police nationale. C'est le mélange un petit peu de tout ça qui fait l'intérêt de nos structures de police. Alors en pratique, comment ça se passe? Du coup, on va réunir en fait les participants, donc lycéens ou étudiants, puisque ce sont actuellement les deux publics qu'on touche avec ce dispositif. Et ils vont du coup rejouer le temps d'une, 2 ou 3 journées le fonctionnement d'une institution. Donc effectivement, le Parlement européen et le Conseil de l'UE le plus souvent. Mais on rejoue aussi parfois le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil régional. Enfin voilà, c'est un dispositif qu'on peut adapter en fonction des objectifs pédagogiques, du nombre de participants et de la volonté des personnes qui participent. Et donc l'objectif des participants lors de ces journées de simulation, ça va être de venir défendre les intérêts d'un rôle qu'on leur aura attribué en amont. Donc, dans le cadre du Parlement européen, par exemple, ils vont pouvoir être eurodéputés. Donc, ils vont devoir mener des négociations politiques pour défendre les intérêts du groupe politique auquel ils appartiennent. Ils vont pouvoir être lobbyistes, donc ils vont avoir intérêt à influencer justement les décideurs pour orienter le texte de loi sur lequel ils travaillent. On aura aussi des journalistes qui vont couvrir l'événement, qui vont rapporter les négociations qui sont en cours et avoir aussi tout un travail d'investigation justement pour parler un petit peu du fonctionnement et essayer d'éclairer un petit peu le public sur le fonctionnement du Parlement européen. Et dans le cadre d'autres simulations, on va avoir des ministres, des chefs d'État qui, eux, vont plutôt être portés sur des négociations politiques, diplomatiques, et qui vont avoir intérêt à défendre les intérêts du coup de l'État qu'ils représentent. Ouais. Et donc tout ça avec pour objectif de modifier, donc comme je viens de le dire, un texte de loi que nous leur soumettons en amont sur une thématique à l'ordre du jour, donc après en fonction du contexte dans lequel on propose la simulation. Parfois on a l'impression qu'on comprend mieux, c'est pour un ami que je vous demande ça, l'accent américain que l'accent anglais. C'est très vrai. C'est très vrai parce qu'en fait, il y a moins de... disons, l'américain est plus simple. Hein. En américain, on prononce tout et on ne fait pas des petites variations d'intonation. Il y a moins d'accent, on va dire, même si on a l'impression que l'accent texan, c'est insupportable. Mais disons, par exemple, l'anglais l'américain de la côte Est est très facile à comprendre, oui, pour un Français.
J'ai tout compris. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël. Merci Virginie. On se retrouve demain. Oui, avec plaisir. Même heure, 20h30, vous le savez. Il y a toutes les rediffs aussi, n'hésitez pas. Canal 247 sur les Freebox et puis schooltv.com ainsi que les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Vous nous écrivez, on vous répond. C'est promis. À demain. Ciao et merci à toute l'équipe. Attendez, je veux remercier. Merci à Alice Pitavi à la réalisation, à Amanda Montero au son, à Agathe Delannoy et Maguessel à la rédaction et Laure Edmond au make-up. Ciao. Et oui, que des filles.